C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez toujours participer via les réseaux sociaux. 3 jours après l'attentat de Suruç en Turquie, un policier turc a été à nouveau tué aujourd'hui dans le sud-est du pays par des hommes masqués. Hier, 2 policiers ont été également abattus, toujours dans le sud-est. Un assassinat revendiqué par les Kurdes du PKK qui affirment que ces policiers ont collaboré avec l'organisation de l'État islamique qui aurait commis l'attentat de Suruç contre des militants kurdes. Et puis ce soir, eh bien, un soldat turc a été tué à la frontière avec la Syrie. Et d'après les autorités turques, eh bien, ces tirs proviendraient d'une région de Syrie tenue par l'organisation de l'État islamique, l'armée turque, qui a immédiatement riposté à ces tirs. Y a-t-il aujourd'hui une importation du conflit syrien en Turquie? La Turquie peut-elle entrer en guerre en Syrie contre l'organisation de l'État islamique? Y a-t-il également risque de rupture de trêve avec le PKK? Voilà les questions que nous poserons à nos invités, à vous, Aki Akil, bonsoir. Vous êtes ambassadeur de Turquie en France. Alexandre Delval, bonsoir. Vous êtes géopolitologue, professeur à Subdeco La Rochelle, chercheur associé à l'Institut Choiseul et auteur de plusieurs livres sur la Turquie, dont Le dilemme turc. On va tout de suite, avant de commencer ce débat, écouter le porte-parole du gouvernement turc. Il y a un travail à faire à la frontière. Nous devons empêcher les terroristes et les combattants étrangers de traverser cette frontière. Le groupe État islamique représente un vrai danger. Alors nous allons travailler sur la sécurisation de la zone. Et donc, nous allons installer un système de sécurité. Aki Akil, est-ce que vous pouvez nous confirmer ce soir que 60 soldats turcs, 60 personnes des forces spéciales sont entrées en territoire syrien pour riposter à ces tirs? Non, actuellement, je n'ai pas de confirmation là-dessus et l'état-major turc n'a pas fait état de l'entrée des forces spéciales turques sur le territoire. Est-ce que l'aviation turque bombarde ce soir toujours des positions présumées de l'organisation de l'État islamique en Syrie? Non, autant que je sache, pour l'instant, il n'y a pas eu de bombardement. S'il y en avait eu, de toute façon, vous l'auriez su et que je pense qu'on aurait vu des sous-titres passer sur France 24. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'ils ne vont pas prendre une initiative pareille, j'en sais rien, mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'informations. Finalement, il n'y a pas eu de riposte aujourd'hui? Si, il y a eu des ripostes avec des tirs de chars et des obus du côté de la Turquie. Est-ce qu'il y a un risque ce soir d'une entrée en guerre de la Turquie en Syrie? Non, malgré tous les efforts, parce que chaque fois qu'il y a un diplomate turc qui vient ici au studio, vous demandez pourquoi les chars turcs n'interviennent pas sur le territoire syrien. Non, il n'y a pas de risque que la Turquie entre en guerre avec la Syrie. Bon, il y aura des ripostes en fonction de l'envergure de la menace, c'est tout. Alexandre Delval, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui d'importation du conflit syrien en Turquie? Bien sûr, et c'est déjà un peu le cas. Tout cela est le résultat du fait que on est quand même prisonnier de sa géographie. Vous voyez la carte à l'instant. Et le gouvernement AKP, et même en dehors du gouvernement, le pays qui est à côté de la Syrie, a beaucoup de mal à empêcher l'afflux de réfugiés. Alors, souvent, c'est pour des raisons humanitaires, c'est très légitime, mais il n'y a pas que... C'est comme les clandestins, hein, il n'y a pas que des anges qui passent les frontières et les mers. Il y a aussi, peut-être une petite proportion, mais il y a aussi des djihadistes qui ont franchi les frontières. Alors, on ne sera peut-être pas d'accord, mais un certain nombre de spécialistes, comme David Phillips, comme des grands spécialistes de la Turquie et beaucoup de services occidentaux ont accusé le régime turc d'avoir laissé prospérer des centres d'entraînement pour des djihadistes, pas forcément l'État islamique, mais des djihadistes et des rebelles syriens qui parfois vont devenir membres de l'État islamique quelque temps plus tard. Mais, double jeu donc de la Turquie. Alors, double jeu, c'est ce que j'ai écrit dans le Figaro, ça avait choqué l'ambassadeur, mais en dehors même du double jeu, c'est très compliqué d'être le voisin de la Syrie et d'avoir un gouvernement qui se présente un petit peu comme le néo-ottoman, comme un peu le nouveau sultan, patron, protecteur des sunnites. C'est vrai qu'Erdogan ne pouvait pas soutenir Bachar, alors que c'était son frère il y a quelques années, il l'appelait son frère. Il a été obligé de rompre avec le régime de Bachar, qui est un régime d'alaouites, de nationalistes arabes, qui persécute une majorité de sunnites. Et donc, cette position rend très très difficile le fait d'entrer en guerre contre l'État islamique. Si on entre en guerre contre l'État islamique, ça profite à qui? À Bachar al-Assad,
et aux Kurdes, les deux véritables ennemis. Et je peux le comprendre, même si je l'ai dénoncé, je peux le comprendre, si j'étais turc, je le dirais, les deux ennemis directs, non seulement de la Turquie, mais et a fortiori du régime d'Erdogan, c'est les Kurdes et Bachar el-Assad aujourd'hui. Dans cette stratégie d'une Turquie néo-ottomane qui protège les sunnites et qui ne peut pas, de près ou de loin, être objectivement l'allié et du régime anti-sunnite de Bachar el-Assad et des Kurdes qu'elle combat chez elle. Et il faut savoir, je termine, que les forces kurdes de Syrie ne sont pas comme celles d'Irak, avec qui la Turquie a de très bonnes relations. Les forces kurdes de Syrie sont très liées au PKK, donc considérées comme un ennemi. Et c'est vrai que du point de vue turc, c'est très difficile d'aller aider des terroristes ou des combattants que l'on considère comme étant alliés à ses propres ennemis intérieurs, terroristes, séparatistes. Aki Akil, monsieur l'ambassadeur, il y a eu l'attentat de Suruç qui est intervenu très peu de temps après que les autorités turques ont fait des opérations justement contre des membres de l'organisation de l'État islamique. Est-ce que vous payez aujourd'hui ces opérations qui ont été menées par les autorités turques ? D'abord, permettez-moi d'apporter quelques éclaircissements à ce qu'a dit M. Delval. Premièrement, il ne faut pas faire l'amalgame entre les Kurdes et les organisations terroristes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas généraliser en disant la politique de la Turquie contre les Kurdes. Bien sûr. C'est comme si on disait en France, on faisait l'amalgame entre les djihadistes et tous les musulmans. C'est pareil. Il ne faut pas penser que tous les Kurdes en Turquie. Tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je parlais du PKK uniquement. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous vous êtes contredit quand vous avez parlé de la politique sectarienne du président Erdogan. Vous avez dit qu'il avait une politique pour les sunnites, et tout en disant qu'il considérait Bachar el-Assad comme son frère dans le passé. Monsieur Delval, la Turquie est un pays laïque et nous n'avons aucune politique sectarienne. Nous avons soutenu Bachar el-Assad et essayé de le rapprocher du camp occidental, et nous l'avions réussi jusqu'au jour où il a commencé à assassiner son propre peuple. C'est-à-dire, la Turquie n'a pas rompu avec Bachar el-Assad parce qu'il était alaouite ou il était chiite ou sunnite. C'est parce qu'il avait commencé à assassiner des manifestants qui étaient des manifestants sans armes, des opposants sans armes. Donc, il ne faut pas penser que la Turquie a rompu avec Bachar el-Assad pour des raisons religieuses ou pour des raisons... Sur l'organisation de l'État islamique, sur les accusations qui viennent, même en Turquie aussi, sur l'idée du double jeu de la Turquie, où en effet il y aurait eu des camps d'entraînement de djihadistes, où il y aurait eu des membres de l'organisation de l'État islamique qui auraient été soignés en Turquie. Ça vient de l'extérieur, parce que je sais qu'en Turquie on dit oui, mais ça c'est des théories de Paris, des Occidentaux, mais... En Turquie aussi, il y a des gens qui ont manifesté hier et qui ont dit les autorités turques ont une responsabilité dans l'attentat de Suruç parce qu'elles ont été complaisantes, les autorités turques. C'est ce qui a été dit par le PKK. La Turquie n'a jamais eu de double jeu. Nous, depuis le début, avec nos alliés occidentaux, y compris la France, nous avons soutenu l'opposition modérée syrienne. Et nous les avons aidés. C'était très clair. Bon, après, par la suite... Et ces gens-là, ils entraient en Turquie et ils partaient. Et ces gens-là, peut-être certains de ces gens-là, comme il a été souligné par M. Delval, ont pu rejoindre des groupes plus extrémistes parce qu'ils n'ont pas eu le soutien et l'aide nécessaire des pays occidentaux. Donc, il y a eu une érosion de l'opposition modérée vers des groupes encore plus extrémistes. Mais cela ne veut pas dire que la Turquie a joué un double jeu. Aujourd'hui, avec les États-Unis... On disait que la frontière était très poreuse aussi entre la Turquie et la Syrie, et qu'il y avait un afflux de djihadistes dans un sens, dans l'autre. Madame Burgov, nous parlons d'une frontière de 2000 km. De 2000 km, une frontière où il y a des va-et-vient, où il y a 2 millions de réfugiés qui sont arrivés. Comme il a été dit, vous n'avez pas un détecteur. Quand il y a eu l'attaque de Kobané par Daesh, il y a eu 196 000 réfugiés kurdes qui ont passé la frontière en 36 heures. Et là-bas, nous n'avons pas fait de contrôle en disant si vous êtes PKK ou PYT ou sunnite ou chiite ou chrétien ou je ne sais pas quoi. On a ouvert la frontière, on a accepté tout le monde. Donc, quand on parle des frontières poreuses, je peux en dire autant pour les pays européens, parce que ces djihadistes partent des pays européens, ils ne tombent pas du ciel. Donc,
également, les pays européens ont les mêmes problèmes. Bien sûr, mais je crois que ce qui a choqué l'opinion occidentale, c'est quand il y avait l'attaque de Kobané, qui était passé aux mains de l'État islamique avant d'être récupéré par les Kurdes. On avait des centaines de chars de l'armée turque à quelques centaines de mètres de la frontière, qui ne bougeaient pas. Alors, bien sûr, il y a peut-être des raisons, mais peut-être que M. l'ambassadeur va nous expliquer pourquoi, mais même si la Turquie a rejoint assez tardivement la coalition internationale, c'était une coopération logistique, et on a refusé de mettre à disposition de la coalition internationale. Jusqu'à aujourd'hui, on commence à peine à en parler. La fameuse base d'Incirlik, on n'a pas accepté que les avions occidentaux et autres décollent de cette base. Donc, même s'il y a des raisons qu'on peut comprendre, chaque pays a ses intérêts. Hein, on n'est pas là pour juger moralement. Mais du point de vue extérieur, la position de la Turquie, qui laissait les Kurdes se dépatouiller tout seuls contre l'État islamique, qui ne bougeait pas, a été et qui refusait que les bases aériennes de l'OTAN, il y a quand même 21 bases aériennes de l'OTAN en Turquie. Ça, je crois que M. l'ambassadeur réponde là-dessus. Pourquoi vous ne laissez pas vos bases du sud de la Turquie ? Ça a choqué aussi le secrétaire général de l'OTAN, ça a choqué Obama, ça a choqué l'administration américaine qui a quand même beaucoup plaidé pour que la Turquie rentre dans l'Union européenne. La Turquie n'a pas rejoint la coalition tardivement. La Turquie fait partie de la coalition depuis le premier jour. Je parle de la coopération logistique qu'elle a concédée, c'est venu très tard. La coopération aussi, elle y était d'une façon assez efficace. Nous n'étions pas d'accord sur les moyens de combattre Daesh. Nous avions une autre vision de combattre Daesh et nous avons toujours dit, et nous le disons encore, que combattre Daesh avec des frappes aériennes est utile et nécessaire, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut combattre. D'ailleurs, il y a eu plus de 1400 sorties des avions de la coalition et Daesh est toujours là, aussi efficace. Donc, il faut des troupes au sol. Vous êtes prêt à en envoyer des troupes au sol ? Pourquoi la Turquie va envoyer ? Il n'y a pas une décision du Conseil de sécurité. Vous me dites pourquoi ? Pourquoi la France ou les États-Unis ou les Anglais ou les autres n'envoient pas ? Mais moi je vous pose la question à vous, ambassadeur de la Turquie en France. Aujourd'hui, aucun pays n'est prêt à envoyer ses enfants combattre en Aujourd'hui, Syrie. les seuls qui se battent au sol, c'est les Kurdes. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas en bon terme avec la Turquie. Attendez, le PKK... Les seules forces locales, c'est les Kurdes. Vous m'avez posé la question, pourquoi les chars ne sont pas intervenus ? Et j'ai dit tout à l'heure que quand Daesh a attaqué la région de Kobané, c'est la Turquie qui a sauvé les Kurdes, ce n'est pas les attaques aériennes. Nous avons ouvert nos frontières et nous avons reçu en 36 heures 196 000 Absolument. civils. Les réfugiés humanitaires, oui. Mais les combattants kurdes ont été empêchés de passer souvent la frontière. Il ne restait plus que les combattants de PYT, qui est également un groupe terroriste. Donc ça, pour le téléspectateur, ce sont les Kurdes. On dit à nos téléspectateurs, oui, mais je dis à nos téléspectateurs, quand vous dites PYT, personne ne comprend rien. Ce sont les Kurdes de Syrie. La branche syrienne du PKK. Voilà. C'est les seuls qui se battent efficacement et vous les avez empêchés de passer. Attendez. C'est pas un jugement moral, c'est un fait. Non, mais... On dit ceux qui combattent Daesh. Ils n'ont jamais combattu Daesh jusqu'au jour où Daesh attaque Kobané. C'est-à-dire, on donne l'impression que le PYT ou le PYG, la branche syrienne du PKK, combat Daesh. Ils ne combattent pas Daesh. Ils se sont battus quand Daesh a attaqué les régions ils se sont défendus. Où ils avaient déjà effectué un nettoyage ethnique. Un nettoyage ethnique. Oui. Vous parlez de qui de PYT. Ah oui, alors on peut expliciter pour nos C'est-à-dire où ils avaient formé... La Turquie défend les minorités turkmènes en Syrie. Pas seulement et elle accuse arabes ou les autres, mais surtout les Turkmènes. Et comme les Turkmènes sont souvent dans des groupes islamistes qui combattent les Kurdes, effectivement, il y a eu des combats des deux côtés. Et la Turquie accuse... Alexandre Delval, je voulais poser une question. Le PYT a fait un nettoyage ethnique. Allez, ça c'est un autre débat. On s'éloigne et je voudrais qu'on revienne, parce qu'il ne reste plus que quelques minutes, monsieur l'ambassadeur. Alexandre Delval. N'empêche que les milices entraînées par la Turquie en Syrie ont liquidé un certain nombre d'Arméniens, d'Assyro-Chaldéens et aussi d'Alaouites. On peut revenir, non mais moi je veux qu'on revienne sur le débat concernant pour la première fois en France. Vous savez que la Turquie avait proposé, avec l'Église arménienne en Turquie et avec les sociétés civiles arméniennes, de faire transférer les 50 000 Arméniens qui se trouvaient en Syrie, en Turquie, et de leur trouver du travail. Et au dernier moment, c'est le parti Daşnak
qui les a empêchés. Mais ce que veulent les Arméniens de Syrie, c'est rester chez eux et se battre. Alexandre Delval, c'est pas une solution de déporter. Je voudrais qu'on parle du PKK. Pardonnez-moi. Je voudrais qu'on parle du... Mais ça sera un autre débat. Je voudrais qu'on parle du PKK. Est-ce qu'il y a un risque de rupture de trêve entre le PKK et les autorités turques? Je pense Parce qu'il y a ça oui. aussi. Il y a encore un autre conflit dans ce conflit avec l'organisation de l'État islamique. Ce sont avec les Kurdes qui ont abattu hier 2 policiers. Ça a été revendiqué par le PKK. Et un autre policier qui a été tué ce soir, même si l'attaque n'a pas été revendiquée. Je pense que oui, mais vous avez... Là, je rejoins l'ambassadeur. Il faut distinguer les Kurdes qui sont très divisés religieusement. Il y a des Alevis, des sunnites, des chiites. Ils sont divisés politiquement. Il y a ceux qui coopèrent avec Erdogan. Vous savez qu'Erdogan a réussi à avoir à l'intérieur de son parti, l'AKP, un certain nombre de Kurdes assez important. Beaucoup de Kurdes ont voté pour l'AKP. Par contre, effectivement, les Kurdes liés au PKK ou aux organisations séparatistes avaient trouvé un accord avec la bénédiction de leur chef qui est en prison. Et c'est vrai que les derniers événements de ces quelques mois risquent de fragiliser cet accord. Mais rien n'est encore décidé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi près d'une rupture entre les deux parties qui avaient réussi, avec beaucoup d'efforts, à trouver un début d'accord. Les Kurdes de la Turquie sont des citoyens turcs comme les autres. Quand vous dites M. Erdogan avait réussi à les avoir, c'est comme si... Vous savez, en Turquie, être turc, c'est un concept de citoyenneté. C'est pas une appartenance ethnique. Ah non, on ne dit pas le contraire. Non, c'est comme en France. On ne dit pas le contraire, mais je voulais seulement dire, comme vous l'avez dit vous-même, que tous les étaient comme si... Non, mais vous avez dit vous-même tout à l'heure que les Kurdes sont qui sont pas tous pareils. Il y a des Kurdes qui sont pro-turcs, comme les autres, et il y a des Kurdes séparatistes. Comme les autres Turcs. Voilà, mais c'est comme c'est pas. Ils ont chacun. Ce n'est pas une offense envers les Kurdes que de dire ça. Bon, écoutez, sincèrement, je le pense pas, parce que nous sommes arrivés à un point de non-retour. C'est-à-dire, s'il y a une rupture, la partie qui va être à l'origine de cette rupture va payer le prix. Et du côté gouvernemental, nous, jusqu'à aujourd'hui, nous avons essayé de tenir, si vous voulez, le processus de paix sur les rails, malgré beaucoup de difficultés, parce que logiquement, quand nous avions débuté le processus de paix, les militants, enfin les terroristes du PKK devaient sortir du territoire turc. Ils ne sont pas sortis. Bon, pour le processus de paix, nous avons essayé d'aménager ce problème. Après, il y a eu des attentats, certains attentats. Nous avons également fermé l'œil parce que nous voulons que ce processus... Est-ce que vous allez fermer l'œil encore aujourd'hui? Non, mais parce qu'il y a des groupes qui veulent faire saboter le PKK. Le PKK n'est pas une organisation complètement... Voilà, une organisation... monolithique, où il y a, par exemple... C'est le Mohabera syrien qui avait formé le PKK. Donc, il y a toujours une influence des Syriens sur certaines branches du PKK. Donc, ils peuvent agir pour faire saboter le processus de paix. Dernière question, monsieur l'ambassadeur. Nous ferons de notre mieux pour que le processus de paix réussisse. Oui. Un mot sur cet éditorialiste de Milliyet qui a été renvoyé pour un tweet défavorable à Recep Tayyip Erdogan. J'ai pas entendu. Un mot sur cet éditorialiste du quotidien Milliyet, on dit bien Milliyet, qui a été renvoyé pour un tweet défavorable au président Erdogan, qui mettait en cause la responsabilité d'Erdogan dans l'attentat de Sourouch. Ce n'est pas le premier cas de journaliste ou de rédacteur en chef renvoyé ou traîné devant les tribunaux. Je ne suis pas au courant de ce journaliste qui a été renvoyé, mais ça va un peu quand même trop loin de dire que le Premier ministre turc est à l'origine de l'assassinat. Mais un autre risque une peine de prison. De 32 de ses concitoyens. Ça n'a aucun sens. Non, bien sûr, c'est politiquement, ça n'a aucun sens. Ce qui est ennuyeux en Turquie, c'est qu'on a une centaine de journalistes aujourd'hui qui sont en prison pour avoir osé critiquer Erdogan ou l'AKP ou avoir eu des positions critiques. Si vous me donnez la liste de ces 100 journalistes... Juste, le rédacteur en chef d'un autre journal, Cumhuriyet, qui lui a été aujourd'hui risque une peine de prison pour avoir il a révélé qu'un convoi avait apporté des armes. On a des vidéos. C'était un convoi qui était affrété par les services secrets. Écoutez, si vous me donnez une liste des journalistes arrêtés en Turquie, mais ne me dites pas, c'est sans frontières et l'OSCE. Donnez-moi la liste. Le Conseil de l'Europe. Non, mais c'est le Conseil de l'Europe. Allez, c'est la fin de ce débat. C'est la fin de ce débat. Du Conseil de l'Europe. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les deux, Karim et Yaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi. Merci.
Bonsoir Karim, Bonsoir tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux aujourd'hui, un œil sur les médias, et on va reparler de la Turquie, où certaines voix s'élèvent pour accuser le président Erdogan d'avoir joué avec le feu. Alors c'est vrai que c'est ce genre de messages et de tweets qu'on pouvait lire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils étaient assez nombreux, comme celui-ci, qui explique qu'en ne défendant pas la ville de Kobané, du côté de la Turquie, on a marqué sa bienveillance pour Daesh, qui maintenant s'en prend à la Turquie. Il y a un certain nombre d'articles dans les médias français, notamment du côté d'Atlantico, qui s'arrêtent un instant sur l'organisation État islamique, mais ça ne signifie pas nécessairement aujourd'hui la fin d'un double jeu d'Ankara. En tout cas, c'est la thèse développée dans cet article qui souligne qu'il y a eu des armes qui sont passées vers la Syrie, qu'il y a eu du pétrole qui est allé vers la Turquie, et qui souligne aussi que ce double jeu ne va peut-être pas cesser parce qu'au sein de l'AKP, il y a différentes mouvances. Ce n'est pas un parti monolithique, justement, et qu'un certain nombre de membres de ce parti préfèrent encore que l'organisation État islamique continue à exister plutôt que du côté de l'AKP, les Kurdes se développent un petit peu plus. Alors, c'est à tempérer. Il y a un certain nombre de tweetos qui renvoyaient vers cet article qui tempérait justement un petit peu les choses. Non, la Turquie ne joue pas un double jeu. C'est le point de vue de Didier Billon, qui est directeur adjoint de l'IRIS. L'erreur de la Turquie, ça a été plutôt de s'enliser dans une stratégie qui n'a pas du tout été payante en Syrie, avec cet espoir, celui de faire tomber Bachar al-Assad qui, décidément, s'est accroché au pouvoir. En tout cas, cette thèse n'était pas forcément la plus partagée sur les réseaux sociaux, mais un certain nombre d'articles soulignaient que les choses sont plus complexes que ce que certains veulent bien faire croire. Et puis, vous évoquiez la censure. La Turquie a de nouveau bloqué l'accès à Twitter ce mercredi. Alors, certains usagers de Twitter en Turquie expliquaient que ce blocage n'était pas forcément aussi important que les médias le présentaient. On parlait plutôt de ralentissement, mais en tout cas, on sait la grande méfiance qu'a Recep Tayyip Erdogan pour ce média, ou en tout cas cet outil de communication. Officiellement, on ne voulait pas que les images très dures de cet attentat soient partagées sur les réseaux sociaux, mais certains soulignaient qu'on ne voulait pas non plus entendre certains tweetos critiquer le gouvernement justement pour son inefficacité face à cet attentat terroriste. Alors, vous évoquiez ce journaliste à l'instant de Milliyet, on en parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Kadri Gürsel et il a publié un tweet qui a été partagé des milliers de fois avant d'être supprimé. Alors ça, c'est la version turque, mais ce journal, Aujourd'hui la Turquie, vous propose une traduction. Il écrit sur son compte Twitter: « Il est honteux que des responsables étrangers appellent la personne qui est la principale responsable du terrorisme de l'État islamique en Turquie pour lui présenter des condoléances après l'attentat de Suruç. » Alors évidemment, c'est très direct. Certains ont trouvé que c'était un petit peu excessif, mais beaucoup ont trouvé surtout excessif qu'il soit renvoyé à cause de ce tweet. Alors cet article souligne aussi que ce journal Milliyet appartient à un homme qui s'appelle Erdoğan Demirören, qui est un homme d'affaires qui est considéré proche de l'AKP. Alors il y a aussi cet article très intéressant à découvrir sur le site de l'Express qui s'arrête sur cette jeunesse victime de la barbarie. Et il est intéressant parce que justement les réseaux sociaux permettent de mettre des visages sur ces victimes, ces jeunes qui sont partis aider dans cette région de Turquie en distribuant des livres, en distribuant des jouets. Et cet article s'arrête un petit peu sur leur parcours et sur qui ils étaient, qu'ils s'appellent Nazli, Sebrail ou Atis. Eux, dans l'ensemble, avaient plutôt tendance à critiquer l'inertie du pouvoir vis-à-vis de l'organisation État islamique. Merci beaucoup, merci Karim pour cette chronique. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Vous me laissez juste un mot à dire. Mais un tour vraiment très rapide, parce qu'on doit rendre dernier mot l'antenne. pour exprimer tout ce que vous avez dit, c'est qu'en Turquie, parmi les 4 premiers journaux qui ont le tirage le plus important, les 3 sont de l'opposition. Merci beaucoup. Vous incluez Zaman? Oui, c'est un journal quand même islamiste quand même. Non, mais il y a Hürriyet, Sözcü et Zaman qui sont de l'opposition. Donc parmi les 4 les plus grands journaux, les 3 sont de l'opposition. Donc
C'est vrai qu'il y a un pluralisme, mais avec beaucoup de journalistes emprisonnés, c'est un peu ce qui est déplorable. Ça, on en parlera après parce Allez, que ça c'est sera pas un autre débat, ce qui se passe peut-être aussi à l'intérieur de la société turque. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, Merci à d'être venu. Merci beaucoup, Alexandre Delval. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Karim. Très belle soirée. Tout de suite, le journal sur France 24. Demain soir, à cette même place, Audrey Racine pour Une semaine dans le monde.